On va accueillir tout de suite notre invité, l'auteur du livre Le racisme anti-blanc, installez-vous. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, François Bousquet. C'est le premier livre témoignage de racisme anti-blanc. Alors là, c'est une première parce que c'est un livre de témoignages. Voilà. 40 témoignages que vous avez eus, notamment grâce à F de Souche, hein, d'après ce que j'ai compris, on va les saluer au passage, non mais qui ont fêté leurs 20 ans. Et Damien Rieu. Non mais c'est intéressant. Alors déjà, la première question, c'est même pas pourquoi faire ce livre, mais qui sont les auteurs du racisme anti-blanc. Ensuite, on fera un tour de table, chacun vous posera des questions. Alors c'est un racisme qui n'a pas le droit de citer, c'est un racisme qui est interdit, qui est impensé volontairement. J'ai appelé l'enquête interdite, mais j'aurais pu l'appeler l'enquête inédite, hein, parce que c'est la première enquête sur le sujet. On nous dit le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'on ne le cherche pas, et comme on ne le cherche pas, on ne le trouve pas évidemment. Donc je l'ai cherché. C'est le racisme principalement exercé par des populations extra-européennes, mais sans généraliser, pas que, à l'encontre du petit blanc, de ce qu'on appelle le petit blanc, avec les guillemets d'usage. Hein. Du reste, il y a seulement le petit blanc qui a droit à cette épithète dépréciatif. On ne connaît pas de petit arabe, etc. Donc j'ai voulu creuser le sujet, aller voir les témoins, les victimes qui n'ont pas le droit de citer. Non seulement le racisme qu'ils subissent n'est pas reconnu, mais si jamais ils s'en plaignent, c'est la punition au carré, sinon au cube. En tout cas, c'est la double peine, hein, parce qu'on pratique l'inversion accusatoire. Hein. La personne qui a été victime de racisme anti-blanc est présumée être d'extrême droite, colporter des légendes urbaines autour de quelque chose, voilà, de quelque chose qui n'existe pas, qui est une théorie du complot. Il a fallu les faire parler. Et ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'à 10 km de Paris, j'ai été chercher des témoins. Je pense à Chloé, c'est Vigneux-sur-Seine, c'est 20 km de Paris. 6e, insulte anti-blanche. 5e, insulte et raquette. 4e, insulte, raquette et coup. Même chose à Noisy-le-Sec, cité du 140. Même chose aux Ulysses. Même chose à Évry. J'ai un témoin, c'est sidérant. Pour moi, c'est une série Netflix, si jamais on l'adaptait. Si Netflix était de droite, hein, sur la dalle du parc aux lièvres, hein, qui est vraiment le cœur de la pétaudière. Hein. Et le lièvre, c'est lui. Il découvre très jeune qu'en réalité, il est blanc. Le lièvre est blanc et il est poursuivi par des chasseurs. Hein. Donc, c'est ces gens-là qui n'ont pas le droit de citer, qui n'apparaissent nulle part, hein, qui prennent des coups et des coups très très durs, parce que je ne parle pas seulement d'insultes. Les insultes seraient déjà en soi intolérables, hein, mais je parle de raquettes, hein, et d'humiliation. J'ai des témoins qui me racontent qu'ils sont humiliés dans des cours d'école, hein, dans des univers qui sont totalement islamisés. J'ai un professeur à Argenteuil, là encore, c'est la périphérie de Paris, hein, qui m'explique qu'une élève s'est fait violer parce qu'elle a refusé de s'insérer dans un univers totalement islamisé. Elle a été violée lors de la fête d'école, elle n'a pas porté plainte, l'établissement n'a pas porté plainte. On est à Argenteuil. Hein. J'ai des témoignages de profs à Clichy, dans des univers complètement dominés par une immigration extra-européenne, en l'occurrence africaine, hein, maghrébо-subsaharienne, hein, où les élèves juifs n'ont plus droit de... Après le 7 octobre, on les exfiltre. Hein. Les élèves blancs ont le choix, qui est le choix suivant, c'est maman, si je me convertis pas à l'islam, je me tue. Donc tous ces gens-là ne peuvent pas, parce que les médias sont trop, parce que l'université ne veut pas qu'on en parle. Hein. On ne veut pas voir un phénomène qui est assez large. Hein. Il suffit d'aller sur les forums de discussion des jeunes gens pour se rendre compte que c'est un bruit de fond, ce racisme anti-blanc. Et ce bruit de fond n'a pas... Moi, j'ai récupéré la bande-son de ce bruit de fond. Alors, François Bousquet, on va faire un petit tour de table, puisque Mathieu Bocoté notamment, et puis tous nos chroniqueurs parlent régulièrement du racisme anti-blanc. On essaie même parfois à nos invités du gouvernement de faire avouer, constater même que c'est du racisme anti-blanc. On a un peu de mal, donc on va se poser des questions et on va essayer de comprendre pourquoi ça n'est pas avoué, parce que c'est un constat que ça n'est pas reconnu, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Juste pour se rappeler qu'en décembre 2023, il y avait un jeune homme qui avait été tabassé lors de la sortie d'une boîte de nuit alors qu'il urinait sur le côté. Il aurait été traité de sale blanc. Un de ses agresseurs aurait également demandé à l'un de ses complices de le taper, le traitant de gouer. Gouer, qui est un mot utilisé pour... c'est une insulte raciste envers les personnes blanches. On parle aussi de crépole, nous en parlons régulièrement ici, le meurtre de Thomas. Et on a entendu des témoignages dire d'une bande ethnique venue tuer des Blancs. Question, qu'est-ce que ça changerait? On voit par exemple ces cas-là. Qu'est-ce que ça changerait de reconnaître le racisme anti-blanc? Pourquoi justement il y a autant de tabous? Ne pas le reconnaître, de fait, c'est l'autoriser.
C'est ça le drame. C'est ça le drame des témoins que j'ai pu rencontrer, comme ça n'est pas puni par la loi, comme ça n'est pas du racisme. Donc vous dites qu'on l'autorise. C'est une façon de l'autoriser. De fait, on le légitime. Hein. De fait, à la fin des fins, si ça n'est pas interdit, c'est autorisé, c'est licite. Si ça n'est pas illicite, c'est... Pour quelle raison on a dit que ça n'existait pas. C'est que je pense que c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France, c'est vrai en Italie. Je pense que le multiculturalisme, pour s'imposer, est forcément asymétrique et a besoin de sacrifier les peuples historiques. Hein. On ne peut pas faire cohabiter des civilisations avec des mœurs totalement différentes. Je pense à la civilisation musulmane. Hein. Et je m'entends, ça se traduit au quotidien, parce que c'est un art de la table qui n'est pas forcément le même. C'est un art une conception de la galanterie qui n'est pas la même. Hein. Donc ça se traduit vraiment au quotidien. Ça se traduit dès l'école primaire. Hein. Dimitri Pavlenko, sur cette antenne, avait révélé qu'il avait dû retirer, on parle de Paris, son fils de l'école de primaire parce qu'il était traité de halouf, hein, c'est-à-dire de cochon. Moi, je rencontre des mères de famille dans les Hauts-de-France qui ne peuvent pas, dans du privé catholique, les enfants en primaire sont traités de halouf, exclus en tant que halouf. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que pour éviter de subir ce racisme anti-blanc, on observe une certaine adaptation, un certain mimétisme, une certaine assimilation à l'envers. Oui. Moi, j'ai été confronté à des témoins. La plupart des gens, on les perd, ceux qui s'assimilent à l'envers, parce qu'ils se racaillisent, ils adoptent des formes de dimitude. Et certains vont jusqu'à la conversion. Moi, j'ai un témoin à Lyon qui s'appelle Paul, qui est devenu Ibrahim. Et en tant qu'Ibrahim, il en est revenu, bien sûr. Désormais, c'est un militant identitaire à Lyon Populaire. Il en est revenu. Mais quand il est devenu Ibrahim, et c'est fascinant, ces mécanismes d'assimilation à l'envers, il attaquait des blancs en tant que blanc, alors que lui-même était blanc. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais ma première question. Qui sont les auteurs ? Eh ben alors, les auteurs... En général, comme vous dites, ils peuvent être effectivement non blancs, mais ils peuvent aussi être blancs. C'est intéressant. Ils peuvent être des blancs, oui, c'est le cas de phénomènes d'assimilation à l'envers, avec des logiques d'identification en miroir, dans un univers où la hiérarchie de prestige, c'est plutôt l'islam, d'où le choix de Paul devenant Ibrahim, parce qu'il y a un rapport de force. Je ne les accable pas. On parle de jeunes gens qui sont totalement minoritaires, dans des univers scolaires, dans des quartiers... Surtout dans les collèges, vous dites. Dans les collèges, principalement, mais pas que, où ils sont totalement minoritaires. Donc, ils doivent s'adapter à l'univers environnant, à la jungle environnante. Et s'adapter à la délinquance et à la délinquance jusqu'à la conversion. Mathieu Bock-Côté. Alors, vous nous présentez la forme barbare du racisme anti-blanc, c'est-à-dire tabassage, insulte, raquette. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme institutionnelle, moins présente en France, mais partout ailleurs en Europe, la forme institutionnelle qui s'appelle la discrimination positive? C'est-à-dire, vous êtes blanc, vous ne pouvez pas appliquer pour tel emploi, vous ne pouvez pas avoir telle subvention, vous ne pouvez pas avoir tel poste, parce que vous ne faites pas partie des populations racisées ou diversitaire à représenter. Est-ce que le racisme anti-blanc ne porte pas aussi très souvent, il a sa propre stratégie de la cravate? Oui. Là, en France, c'est moins manifeste, parce qu'en France, ça n'est pas légal, c'est implicite. C'est en sous-texte. Il apparaît qu'il faut que des certaines minorités soient représentées, etc. Et donc, ça induit par définition, si quelqu'un vous double dans la file d'attente, vous êtes doublé dans la file d'attente. Ça veut dire que vous rétrogradez dans la hiérarchie sociale. Oui, ça existe, mais simplement, ce n'est pas les formes les plus brutales. Vraiment, moi, j'ai voulu faire un livre de témoignages, qui prennent à la gorge, qui prennent à l'estomac, vraiment à l'estomac, d'enfants qu'on a abandonnés. Voilà, de jeunes gens, de jeunes ados qu'on a abandonnés. Et j'ai voulu montrer que ce ne sont pas des cas d'espèce, ce sont des cas généraux. M'appuyant sur Ève de Souche, comme vous l'évoquiez, et également Damien Rieu, c'est un bruit de fond. C'est pas des actes isolés, c'est pas des actes marginaux, périphériques. On a bien compris. Voilà. Et j'en veux pour preuve, c'est que j'invite nos éditeurs, nos spectateurs, à se plonger dans le monde de l'adolescence, ces forums de discussion. Moi, je veux comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Je reviens toujours à ma toute première question. Pardon, je suis un peu têtue. non, mais quel est le dénominateur commun qui se passe dans la tête des gens qui peuvent aller vers le racisme anti-blanc? Eh bien, alors, Christine, mettons les pieds dans le plat, il y a une colère, peut-être une forme de ressentiment. C'est fou, quand même. Alors je le redis, elle est légitimée parce que depuis leur enfance, on leur dit qu'ils sont victimes d'eux. Donc on les installe dans une position moralement très confortable, qui est d'avoir été une victime et de faire valoir une dette qu'il faut rembourser. Mais ça suffit pas. Je pense on est confronté à un problème, il y a un paradoxe de la nationalité. C'est qu'on a donné la nationalité à des gens dont la loyauté ne va pas forcément à la France, ne va pas mécaniquement à la France. Et du reste, s'ils disent, parce qu'on lui dit souvent sale blanc, mais la première insulte qu'il dit, c'est sale français.
Sale français n'est pas reconnu comme une injure raciste par les tribunaux. À aucun moment, ça n'a jamais été reconnu. Non, mais ensuite Charlotte et Gabriel. Elle vient, effectivement, au départ, le gamin, on essaie de lui dire, c'est la logique indigéniste, de lui dire ce que tes ancêtres ont vécu, ce sont les Blancs qui te l'ont fait subir. Et puis regarde là aujourd'hui, toi tu vis dans un quartier, on manque de ci, on manque de ça, et par conséquent ce sont les Blancs. Et où Mathieu avait raison, c'est cette discrimination positive, vous dites elle n'est pas officielle, bah si, à Sciences Po vous avez un certain nombre de pas. Non mais donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on estime que les Blancs prennent des places au détriment des autres qui seraient écrasés. Et par conséquent, ça nourrit chez eux ce ressentiment que vous mettez en place et on le joue en plus sur la... Si vous permettez, Marc, je pense que le ressentiment a des racines plus profondes. Mais simplement, on est dans du non-dit, là. Vraiment, on est dans le non-dit pur. Le ressentiment, alors évidemment, il y a un ressentiment post-colonial, c'est indiscutable. Hein. Mais avec la question de l'islam, il y a une autre forme de ressentiment. À un moment donné, l'islam s'est arrêté comme civilisation dynamique. Hein. Il est évident que la confrontation, mais ça c'est du non-dit. Jamais les gens vont vous avouer qu'il y a un fond de vengeance. Hein. Le ressentiment, c'est la comparaison. Quand vous comparez deux univers, hein, le christianisme et l'islam, à un moment donné, il y a un décrochage d'un des deux pôles civilisationnels. Hein. Il est évident que dans votre tête, ça vous travaille. Hein. Et vous arrivez en France, j'y peux rien. Et je suis désolé de le rappeler, il y a quand même un système d'éducation dont on profite. Hein. Il y a des aides au logement dont on profite. Hein. Tout ça nourrit une colère hein, qui ne se formalise que par la violence, hein, que par la destruction. Oui, Charlotte Dornelas. Oui, dans l'absence de reconnaissance, et c'est dans la manière d'aborder le sujet de manière générale, on sent une profonde gêne en France avec ce sujet, de manière générale, peut-être parce qu'en fait on est percuté sur un terrain racial, en l'occurrence, d'affrontement sur le terrain racial, qui est absolument pas dans la conception républicaine de la France. Est-ce que ça, vous l'avez constaté chez les victimes que vous avez trouvées? Et d'ailleurs, comment les avez-vous trouvées, justement, alors que ce sujet n'existe pas vraiment? C'est difficile de trouver des victimes parce qu'elles rechignent à témoigner. Et aucune ne témoigne en dehors de Damien Rieu et d'un autre témoin. Mais Damien Rieu est un personnage public, hein, donc il peut témoigner. La plupart, pas la plupart, tous, hein, c'est sous pseudo. Les filles c'est très difficile de faire témoigner des filles, des femmes, très très difficile. Il faut vaincre un certain nombre de résistances, les rassurer, instaurer un climat de confiance. Hein. Les auteurs de Unis en France ont sabordé la confiance avec les victimes de Crépol. Moi, j'écris dans ce contexte-là. Mais on parvient néanmoins à les faire parler. Moi, vraiment, il fallait leur tendre le micro. C'est pour ça que j'insiste hein, sur la discrimination positive, c'est l'évidence. Mais là, c'est une discrimination violente qui s'exerce à leur encontre. Hein. On parle de gens qui sont lynchés. En France, oui, vous avez raison. En France, la République nous fait croire qu'elle est indifférente aux origines. Hein. Gabriel, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais vous dites que le racisme anti-blanc n'est pas reconnu. Néanmoins, il y a une jurisprudence. Il y a eu un certain nombre de décisions de justice qui l'ont reconnu. Alors, comment expliquer que finalement, les gens n'osent pas porter plainte et pourquoi ça ne fait pas boule de neige? Ces décisions de justice auraient dû permettre, par contagion, de faire reconnaître d'autres cas. Parce que les gens s'autocensurent, parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître eux-mêmes, ils ne portent pas plainte. Alors, il y a deux premières réponses sur la question de la justice. Oui et non. Hein, la justice reconnaît le racisme anti-blanc, c'est sous un mode de courant alternatif. Hein, une fois sur deux, une fois sur trois. Mais ça existe quand même. Ça existe. Non, moi, il y a jurisprudence. Je le redis, il n'y a pas de jurisprudence sur le racisme anti-français. On peut vous traiter de sale français, ça n'est pas du racisme. Ah oui. Ce qui est un gros problème. Hein, où les gens... J'ai un témoignage d'un gars qui a Romans-sur-Isère, hein, qui s'est fait démolir la tête il y a 10 ans, traité de sale blanc, roué de coups, etc. Et il y a 10 ans, il me dit, j'ai pas voulu porter plainte, je pensais que c'était lâche. Hein. C'est juste en face de Romans-sur-Isère, à Bourg-les-Péages, au Bourg-en-Péage. Hein. Et il me dit, aujourd'hui, je le regrette. Hein. Il y a eu Thomas à Crépol. Hein. Il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé porter plainte, parce que ça ne me traverse pas mon esprit. Porter plainte peut aider les autres à témoigner d'une réalité. 10 ans après, il se rend compte qu'il a eu tort. Moi, j'invite les gens à témoigner, à porter plainte, ce qu'ils ne font pas dans nos entourages respectifs. Beaucoup de gens ont été victimes de racisme anti-blanc, et tu fais là vous-même pas. Merci. Merci pour ce courage que vous avez eu aussi de faire ce livre. J'imagine les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour écrire ce livre. Restez avec nous, ne bougez pas. Les dernières minutes de l'émission sont passionnantes.